Tu peux trouver plus d'1 million modèles gratuits pour faire tout et n'importe quoi, pour classifier un email, pour générer du texte, pour créer un chatbot, pour traduire, pour transcrire ce qu'on est en train de dire dans du texte, pour créer des images, des vidéos, des objets 3D, dans tous les domaines, dans toutes les langues. Donc plus d'1 million de modèles, ce sont des modèles qui, pour la large majorité, sont contribués par la communauté. Bonjour à tous, bienvenue sur Mozzabyte. Mozzabyte est un média qui va à la rencontre des acteurs qui créent au quotidien des produits géniaux basés sur l'IA générative. Derrière Mozzabyte, il y a le product studio Mozza qui accompagne des scale-up et des grands groupes sur leurs enjeux de product management et de product design. Nous sommes convaincus que l'arrivée de l'IA générative est un tournant majeur. Notre rôle chez Mozza est d'accompagner les entreprises à saisir cette opportunité en intégrant l'IA au cœur de leur stratégie et de leurs produits. Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Jeff Boudier, directeur produit de Hugging Face. Hugging Face fait partie des fleurons de l'IA générative, en compagnie notamment de OpenAI, des GAFA ou Mistral par exemple. Ils mettent à disposition des entreprises une plateforme qui recense l'ensemble des modèles open source et qui permet aux développeurs de collaborer pour en créer de nouveaux. Ils ont connu une croissance fulgurante en moins de 10 ans, avec un dernier tour de table qui les a valorisés à plus de 4 milliards de dollars. Dans cet épisode, Jeff nous présente comment Hugging Face aide les entreprises à avoir plus de contrôle sur les modèles qu'ils utilisent, leurs dernières innovations, ou encore comment Hugging Face participe à rendre l'IA plus éthique. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozzabyte. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Jeff Boudier, qui est le directeur produit de Hugging Face, que vous devez sûrement tous connaître. Jeff, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci David. Peut-être pour démarrer, on sera intéressé d'en savoir un peu plus sur ton parcours personnel. Est-ce que tu peux prendre 2-3 minutes pour nous partager ça ? Avec plaisir. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai le bonheur de faire partie de l'équipe de Hugging Face. Donc effectivement, je fais partie de l'équipe produit, mais plus spécifiquement, je m'occupe de tous les aspects business de Hugging Face, les produits, les services qu'on propose à la communauté. Et avant ça, j'ai passé 4 ans chez GoPro qui avait racheté la start-up précédente cofondée avec Nicolas Stegman, François Lagunas, Étienne Albert, qui s'appelait Stupéflix, où j'avais eu la chance de rencontrer et de travailler avec Julien Chaumont, qui est cofondateur et CTO de Hugging Face et qui, dès le rachat par GoPro, s'est empressé de rejoindre Clem Delang et Thomas Wolf pour créer Hugging Face. Donc c'est c'est comme ça que je me suis retrouvé ici. Génial. Si tu peux préciser peut-être un peu plus ton rôle et tes tâches, tu vois, du quotidien chez Hugging Face et les responsabilités que tu as. La mission de Hugging Face, c'est de démocratiser le bon machine learning. Et ce qu'on veut dire par le bon machine learning, c'est du machine learning qui est open source, qui est créé pour et par la communauté et qui est créé à partir de principes éthiques forts. Et pour atteindre cette mission, on travaille de plusieurs manières différentes. On a des contributions en sciences. On a une équipe de chercheurs qui est menée par Thomas Wolf, qui contribue des modèles, des jeux de données, des meilleures pratiques, des enseignements pour tirer vers le haut la communauté scientifique. On travaille à cette mission au travers de l'open source. Donc, la plupart des gens connaissent la librairie Transformer, qui est la manière dont l'ensemble de la communauté des business utilise les modèles open source, que ce soit Llama, que ce soit Mistral, que ce soit d'autres. Autour de Transformer, il y a un écosystème de librairies open source qui te permet de faire tout type de fonctionnalités sur les modèles de machine learning, entraînement, évaluation, déploiement, optimisation, pour n'importe quel type de modèle, que ce soit des modèles de génération de texte ou des modèles de génération d'images, d'audio, etc. Et on travaille aussi à cette mission au travers de nos activités commerciales et comment on offre des produits et des services qui rendent la vie plus facile pour les entreprises pour prendre ces technologies open source, utiliser ces modèles ouverts et créer leur propre IA. Et donc ça, c'est la partie dont mon équipe s'occupe. On a des groupes d'ingénieurs qui travaillent directement avec les entreprises pour qu'elles puissent construire leur propre IA à partir de l'open source et des modèles ouverts.
On a un groupe d'ingénieurs qui développent des solutions qui permettent d'utiliser facilement les modèles ouverts dans les plateformes qu'utilisent les entreprises. Donc, ça peut être Amazon, AWS, ça peut être Google Cloud, Azure, Cloudflare, Dell, si tu as tes systèmes propres, ou si tu veux optimiser tes modèles sur un hardware particulier, Nvidia, AMD, Intel, on travaille avec tous. Et évidemment, la partie de développement commercial, donc c'est l'aspect croissance de mon équipe. Donc voilà, c'est à peu près mon rôle, la partie business au sein de Hugging Face, qui est cette aventure communautaire pour démocratiser le machine learning à partir d'open source. C'est une bonne transition parce que tu parles pas mal de l'open source et évidemment Hugging Face est une des références ou peut-être la référence sur le sujet avec aussi Mistral, Appareil qui font également des modèles open source. C'est quoi pour toi l'apport principal de l'open source par rapport à des modèles fermés comme d'autres LLM, OpenAI ou autres? Déjà, pour renverser un petit peu la question, il faut quand même garder pour contexte que tous les modèles fermés, que ce soit GPT-4, que ce soit Claude de Anthropic, proviennent de l'open source et du partage de découvertes scientifiques par la communauté scientifique. Il n'y aurait pas de GPT-4 s'il n'y avait pas eu le papier Transformer de Google avec BERT et compagnie. Donc finalement, on est un peu dans une anomalie aujourd'hui où les technologies qui sont les plus utilisées sont des technologies fermées, propriétaires. Mais pour répondre à ta question, alors une dynamique qu'on a vue très forte lors de la dernière année, c'est que les performances des modèles ouverts ont rattrapé, avec une accélération du rattrapage, les modèles fermés. Il y a un membre de notre communauté, Maxime Labonne, qui publie des graphes comme ça, qui montrent un petit peu comment les performances du meilleur modèle ouvert comparent avec les performances du meilleur modèle fermé. Donc aujourd'hui, c'est GPT-4 O1. À quel point il y a un rattrapage accéléré des performances des modèles ouverts. Mais ça, c'est que le début de l'histoire, parce que lorsqu'on utilise, par exemple, l'AMAP 3.2 qui vient de sortir, on l'utilise tel qu'il est proposé par Meta. Mais ce que font les entreprises, c'est qu'elles adaptent très facilement, avec relativement très peu de données, ces modèles de base pour les adapter spécifiquement à leur contexte, la manière dont ils discutent dont ils parlent, dont ils s'expriment auprès de leurs clients, leurs données spécifiques, etc. Et cette étape d'adaptation, ce qu'on appelle le fine-tuning, ça permet de complètement dépasser la performance des modèles fermés. Et même avec des modèles qui sont beaucoup, beaucoup plus petits. Donc, si tu adaptes un Llama 3.1 70 milliards avec un petit peu de données, tu auras une performance qui est meilleure qu'un GPT-4 qui a 1,8 trillion de paramètres. On a des clients... ça reste un travail supplémentaire, si tu veux. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui vont juste faire des appels API vers des modèles fermés, parce que voilà, ça fait le boulot, on a besoin de se lancer dans l'IA, donc on ne se pose pas trop de questions. Et ça demande un petit peu de travail supplémentaire que de recueillir les données qui vont permettre d'adapter le modèle et de faire ce travail d'adaptation. À Hugging Face, on essaye de faciliter tout ça. Et pour les clients qui ont besoin d'aide supplémentaire, on a un service de support premium qui permet à nos équipes d'ingénieurs d'accompagner les équipes IA de nos clients pour faire ce travail-là. On a un exemple qu'on a publié récemment sur notre blog, une boîte qui s'appelle XL Scout, qui a pris des modèles ouverts, qui les a spécialisés sur leur domaine à eux. Eux, ils travaillent dans les brevets. Et donc, ils ont spécialisé un modèle ouvert sur des brevets et ils ont obtenu une performance qui était largement supérieure à ce que propose OpenAI. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est très important, qui n'est pas encore complètement intégré par les entreprises. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans une anomalie, en fait, où la plupart des entreprises qui ont construit de l'IA l'ont construit sur des technologies sur lesquelles ils ont zéro contrôle. C'est-à-dire que du jour au lendemain, OpenAI décide de passer de la version 4.0.1 à 4.0.2.
tout d'un coup, le modèle répond de manière différente et tes clients reçoivent des réponses différentes ou le modèle refuse de répondre à leurs questions. Tu n'as aucun contrôle sur le sujet. Donc, il y aura forcément une période d'internalisation de l'IA qui ne peut se faire qu'avec les technologies ouvertes. Parce qu'il n'y a qu'avec les modèles ouverts que tu peux les installer de manière sécurisée, près de tes données, dans ton environnement que tu contrôles, sur ton compute, sur ton infrastructure informatique. Donc, on est au début de cette transition-là, je pense. Hyper intéressant, tu parles pas mal de la communauté. Ça m'intéresse de savoir Ouais. si tu as une anecdote justement où des membres, des développeurs de la communauté vous ont permis de craquer des problèmes que vous n'arriviez pas à craquer avec vos équipes de recherche en interne. À quel point justement cette communauté vous permet de grandir en tant que Hugging Face? Beaucoup, beaucoup et je vais peut-être un petit peu aussi, retourner, la question parce que c'est pas tant, la communauté qui vient nous aider par ici et là à nous débloquer des trucs. Au contraire, c'est, la communauté qui construit Hugging Face, avec nous. Donc aujourd'hui, il y a plus d'1 million de modèles ouverts, que tu peux trouver sur notre site, huggingface.co. On a acheté le .com, récemment, mais ça reste .co et donc tu peux trouver plus d'1 million modèles, gratuits pour faire tout et n'importe quoi, pour, classifier un email, pour, générer du texte, pour créer un chatbot, pour traduire, pour transcrire, ce qu'on est en train de dire dans du texte, pour créer des images, des vidéos, des objets 3D, dans tous les domaines, dans toutes les langues. Donc plus d'1 million de modèles, ce sont des modèles qui, pour la large majorité, sont contribués par la communauté. Si tu regardes la librairie Transformer ou la librairie Diffuser, qui sont ce qu'utilisent les entreprises pour utiliser ces modèles, pour les accéder, ce sont des librairies où il y a un nombre de contributeurs externes qui surpasse largement le nombre d'employés de Hugging Face. Il y a plus de 2700 contributeurs à la librairie Transformer. Et dans ces 2700, tu dois avoir, je sais pas, une centaine d'employés de Hugging Face. Donc vraiment, le projet de Hugging Face, c'est d'enable, alors je sais pas comment on dit en français, excuse-moi, ça fait 17 ans que je suis à San Francisco, et du coup j'ai des fois des petits manques, mais on veut vraiment être le véhicule qui permet à la communauté de chercheurs, de data scientists, d'ingénieurs en machine learning, de software engineers, les développeurs, de pouvoir construire leur propre IA en utilisant les outils qu'on construit avec la communauté. Mais justement, avec 1 million de modèles, je pense que vous êtes le mieux placés ou parmi les mieux placés pour voir un peu les shifts d'utilisation et de maturité du marché. Ça m'intéresse d'avoir ta vision parce que jusqu'à présent, on utilisait beaucoup les LLM, ou en tout cas une majorité d'entreprises utilisaient les LLM comme, on va dire, des super chatbots. Et on se dirige de plus en plus vers une utilisation des LLM en tant qu'agent. C'est quoi pour toi encore justement les freins ou les challenges pour faire en sorte que justement ce mode d'agent soit déployé at scale dans les entreprises? Donc les agents, c'est quoi? Bon, c'est la différence entre ton assistant avec un chatbot et un agent, c'est que ton assistant, ton chatbot, il a des outils qui lui permettent d'avoir des actions. Donc ça peut être quoi ces actions? Ça peut être bêtement aller chercher sur le web des informations qui lui permettent de répondre. Ça peut être de créer une image ou de mettre des coordonnées sur une carte, ce genre de choses-là. Donc finalement, c'est une transition qui permet aux chatbots, aux assistants d'être plus utiles parce qu'ils ont plus d'outils, ils savent faire plus de choses. Et je pense pas qu'il y ait vraiment de grosses difficultés dans cette transition. En tout cas, nous, on fait en sorte que ce soit le plus facile possible pour les développeurs, évidemment, mais même pour la communauté. Donc, par exemple, si tu vas sur Hugging Chat. Hugging Chat, c'est quoi? C'est notre appli gratuite qui te permet d'utiliser les meilleurs modèles ouverts. Donc, c'est comme ChatGPT, mais c'est avec des modèles ouverts où on ne va pas utiliser tes conversations pour entraîner les prochains modèles, où l'application elle-même est open source. Donc, tu peux aller la chercher, c'est ChatUI sur notre GitHub pour créer ton propre chatbot chez toi. Donc, Hugging Chat, ça te permet d'utiliser les modèles ouverts. On a
sorti maintenant des fonctionnalités qui te permettent très facilement à ce que ton assistant puisse aller chercher les informations sur le web, pour que tu puisses donner à ton assistant des outils particuliers. Donc, je veux que tu puisses créer une image, je veux que tu puisses transcrire de l'audio, je veux que tu puisses faire un résumé. Et une nouvelle fonctionnalité qui permet de créer des assistants. Donc, si tu vas sur Hugging Chat, c'est huggingface.co/chat, c'est H-A-T. Donc, si tu vas là-bas, tu as une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Assistant. Et là, en 3 clics, tu peux créer un agent qui comprend ton business et est capable de répondre à n'importe quelle question sur ton business. Et la manière dont tu fais ça, c'est que tu lui dis, voilà, si on te pose des questions, donc tu donnes l'adresse internet de ton site, par exemple Mozabytes. Ok, si tu as un site avec tous les résumés de tous les podcasts que tu as jamais enregistrés, donc tu lui donnes l'URL. Tu lui dis, voilà, tu es l'assistant Mozabytes. Si tu as des questions, tu vas chercher sur mon site. Sois sympa. On parle d'IA ici. Les gens connaissent le sujet. C'est pas la peine de s'étendre sur les explications. Tu peux mettre 1 ou 2 exemples de questions pour que les gens n'aient pas de problème de page blanche. Et donc voilà, en 1 minute, tu cliques le bouton, tu as choisi quel modèle tu voulais utiliser derrière, Llama 3.2, ça peut être Mistral, Mixtral, on en a plusieurs. Ça crée un assistant et maintenant, tu as un chatbot qui peut répondre à n'importe quelle question sur Mozabytes sans inventer, tu vois, des trucs, parce que si tu donnes pas de contexte ou d'outils au modèle de langue, il va juste inventer des trucs qu'il ne sait pas. Donc aujourd'hui, il y a vraiment très, très peu de barrières pour créer des agents, pour créer des assistants, pour mettre sur ton site un chatbot qui va répondre aux questions. C'est vraiment très, très facile et tu peux le faire avec des technologies complètement ouvertes. Ouais, effectivement, je pense la direction que le marché prend. Justement, c'est quoi, toi, ta vision de ce qui s'est passé les 12 derniers mois sur ce marché? Si tu devais un peu résumer votre perception de l'évolution, de la maturité du marché sur ces sujets-là, sur les 12 derniers mois, et pour toi, quelles vont être les grandes avancées des 12 prochains, pour nous donner justement votre point de vue, vous qui êtes au cœur justement de la construction de nouveaux modèles. Bah, les grandes tendances des 12 derniers mois, donc je t'avais déjà parlé d'à quel point les modèles ouverts ont rattrapé les modèles fermés, mais ça c'est sur le domaine très spécifique de la génération de texte, donc ce qui est utilisé dans les chatbots, les LLM. Et moi, ce que je trouve le plus motivant, c'est que cette progression, elle s'est faite sur tous les domaines du machine learning. Donc pas seulement sur le texte, mais aussi sur les images, sur les vidéos, les objets 3D, sur des domaines très utiles, comme la chimie, la biologie, la météo. On a aujourd'hui des modèles pardon, qui sont super utiles, qui sont disponibles à la communauté. Juste la semaine dernière, il y a IBM et NASA qui ont publié sur Hugging Face un modèle de prédiction météo qui est vraiment à la pointe de la recherche. Ce qui est vraiment génial, parce que ça, c'est des modèles qui te permettent d'avoir des cas d'utilisation super positifs. Tu peux sauver des vies en prédisant avec un peu plus d'avance des problèmes climatiques, etc. Tu peux aider les navigateurs, les marins à traverser l'océan, etc. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me motive beaucoup, c'est de voir à quel point cette innovation, ces nouvelles capacités qui ont été découvertes au travers des LLM, du texte, s'étendre à tous les domaines du machine learning. Et historiquement, tu vois, quand tu étais chercheur en machine learning, soit tu étais chercheur en computer vision, donc tout ce qui est visuel, et tu utilisais un certain type de modèle, des trucs convolutionnels, soit tu étais chercheur en NLP et tu utilisais alors Transformer depuis 5 ans, mais avant c'était autre chose, etc. Et donc avant, on avait vraiment des disciplines de recherche qui étaient disjointes, qui utilisaient chacun des types d'algorithmes différents, avec des outils différents. Et aujourd'hui, pour la première fois, toutes les disciplines de recherche de machine learning utilisent un set d'outils communs. C'est essentiellement l'architecture Transformer, c'est des librairies communes, comme la librairie Transformer, c'est des outils communs,
comme le Hugging Face Hub. Aujourd'hui, on a, je t'ai dit, plus d'1 million de modèles, mais ça regroupe des modèles qui proviennent d'une cinquantaine de librairies différentes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de super important. Et puis évidemment, bon, il y a l'explosion, hein. Au cours des 12 derniers mois, je ne me rappelle pas combien il y avait de modèles il y a 12 mois. Je pense qu'on devait être à 150, 200 000 modèles max. Aujourd'hui, on a plus d'1 million. Et c'est que les modèles publics. Il y en a autant qui sont privés par les entreprises qui utilisent Hugging Face pour collaborer de manière interne. Justement, tu parles de modèles, ça m'intéresse et en plus tu m'as dit au début de l'interview que, ça faisait 17 ans je crois que tu es aux US. Il y a une spécificité française et européenne qui sont les contraintes réglementaires. L'AMA 3.2 je crois a été, l'AMA je crois que c'est l'AMA 3.2 qui a été interdit, d'usage, en Europe. C'est quoi toi ta vision, à quel point tu penses que ça impacte, finalement les startups ou les scale-up européennes, ou les entreprises de manière générale européennes, d'être soumis à ces contraintes-là? Comment tu le vois? Je pense que c'est un impact important. C'est un impact important qui était assez théorique jusqu'à maintenant, mais qui est devenu très, très, très pratique là depuis à peu près une semaine. Puisque si tu veux utiliser le dernier modèle multimodal proposé par Meta, donc Llama 3.2 multimodal, comme d'habitude, tu vas sur Hugging Face, tu cherches Llama, tu arrives sur les modèles de Meta, et là, si tu es dans la communauté européenne, bah, désolé, tu reçois un panneau qui te dit ah bah non, pour des raisons réglementaires, on peut pas te donner accès. Donc ça, c'est un vrai impact pratique. Effectivement, je pense que ça va avoir un frein pour l'innovation, d'autant que si tu es un chercheur individuel, bon, bah, tu vas, je sais pas, tu vas utiliser un VPN ou je sais pas, tu vas te démerder, tu vas trouver moyen de faire tes petits projets dans ton coin avec les poids du modèle. Mais si tu es une boîte, tu es vachement plus responsable, donc tu vas respecter en fait tout ça, ce qui veut dire que tu pourras pas utiliser l'AMA 3.2 multimodal. Bon, la bonne nouvelle, c'est que, comme je disais, sur Hugging Face, il y a 1 million de modèles. Et donc, au même moment que Meta a publié l'AMA 3.2, il y a Allen AI qui a publié un modèle qui s'appelle Molmo, qui est multimodal Olmo, qui lui est vraiment un modèle complètement ouvert. C'est-à-dire que je te parlais de modèle ouvert, modèle fermé. Bon, en réalité, c'est pas binaire, tu vois. Tu as, est-ce que les poids sont disponibles? Est-ce que le jeu de données qui a permis d'entraîner le modèle est disponible? Est-ce que la recherche a été publiée? Donc, il y a plusieurs critères comme ça qui te permettent de déterminer à quel point un modèle est ouvert ou fermé. Le modèle Molmo de Allen AI, il est complètement ouvert. C'est-à-dire, ils ont partagé les données d'entraînement, ils ont partagé, enfin, celles pour lesquelles ils avaient le droit de le faire, pas toutes. Ils ont partagé les leçons de l'entraînement, etc., le plus possible. Donc, il y a quand même des solutions. Il y a quand même Molmo, il y a quand même d'autres modèles, etc. Mais si tu veux utiliser l'AMA 3.2 multimodal en Europe, eh ben, tu es dans les choux, quoi. Justement, je pense que c'est intéressant de continuer sur cette perception des US par rapport à l'Europe. Est-ce qu'il y a justement des startups, des scale-up que vous suivez avec attention et qui vous inspirent potentiellement pour sortir de nouveaux modèles ou pour sortir de nouvelles innovations? Je pense que ce qui est très important pour la communauté au global, c'est que dans chacun des pays, pour chacune des langues, quand il s'agit de modèles de langue, il y ait vraiment un écosystème de recherche qui soit fort, qui publie de la recherche, qui publie des modèles, qui permettent à tous les pays d'être maîtres de leur destin en intelligence artificielle. Et c'est quelque chose qui concerne vraiment tout le monde. Et c'est quelque chose auquel peut contribuer aussi les big tech. Par exemple, c'était juste hier, je crois, Sundar est allé montrer le nouveau modèle Gemma 2 japonais, qui a été développé par Google et publié de manière open source avec et en collaboration avec Hugging Face, qui permet à un créateur d'application au Japon d'avoir le même niveau de qualité de réponse que ce qu'a un GPT-4, un Gemma 2 en anglais pour un Américain ou un Anglo-Saxon. Donc ça, je pense que c'est très important. Ça passe par des entreprises locales, comme Mistral, on a notre IA française, et il y en a d'autres, QTI,
il y en a d'autres, H, il y en a d'autres. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais, mais en tout cas, bon, c'est ça qui est important pour nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu souvent un gap de quelques années entre l'écosystème tech US et français. Et on a l'impression que sur l'AI, ce gap est un peu moins présent parce que justement, l'AI met en valeur toute la recherche française et permet de sortir des entreprises, comme tu les as citées, Mistral, H, Photoroom, d'autres. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir ton avis aussi sur cette question. Justement, tu as parlé beaucoup d'éthique et je pense que c'est tout le sujet, à mon avis. Enfin, en tout cas, ça doit être, ça semble être la mission d'Hugging Face. C'est quoi votre rapport justement à ces questions d'éthique? À votre échelle, en tout cas, vous participez à essayer de rendre l'IA aussi éthique que possible? Bah, écoute, c'est vraiment super important pour nous. On a changé la mission de Hugging Face pour vraiment intégrer ça dans la mission de Hugging Face. C'est pour ça que je te parlais de bon machine learning. On veut vraiment optimiser les cas d'utilisation positifs de l'intelligence artificielle et essayer de minimiser les cas d'utilisation négatifs. Et notre manière de faire ça, c'est pas de centraliser les choses et de productiser les choses et d'être un petit peu le dictateur de c'est quoi un bon modèle, une bonne réponse, comme aurait le faire un truc propriétaire comme OpenAI. Mais c'est plutôt de donner à la communauté les outils, les meilleures pratiques, faire relever les exemples en visibilité pour maximiser les cas d'utilisation positifs et réduire au maximum les cas d'utilisation négatifs. Et on a la chance d'avoir une équipe de chercheurs sur le sujet, société et éthique, qui est vraiment incroyable, qui a fait des contributions majeures dans le domaine. Donc le docteur Meg Mitchell, qui avait cofondé le Responsible AI chez Google, qui est inventeur de la model card. Donc la model card, c'est quoi? C'est un petit peu la fiche d'identité des modèles. Et donc en promouvant cette bonne pratique de décrire avec transparence les composants importants de l'IA, quels sont les risques, quelles sont les limitations, quelles sont les données d'entraînement qui ont participé au modèle, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui permet à toute la communauté d'avoir plus d'outils et d'informations pour pratiquer l'éthique dans leur travail, dans leur implémentation, etc. Le docteur Sacha Lucioni, je pense, la chercheuse la plus en vue sur les questions de l'impact énergétique de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un sujet dont on ne parle pas assez. Hein, ça coûte beaucoup plus d'énergie et donc ça consomme beaucoup plus de carbone de faire une recherche ChatGPT que de faire une recherche sur Google. Et donc, on essaye vraiment de fournir des outils, de la visibilité, des informations, de la transparence sur l'utilisation énergétique des différents modèles, des différents systèmes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gâchis. Il y a beaucoup de gâchis. Tu as beaucoup d'entreprises qui ne se posent pas de questions. Ils doivent, je ne sais pas, classifier des emails et ils vont envoyer un prompt à un chat GPT-4 à 2 trillions de modèles, tu vois. Donc, il y a beaucoup de gâchis qu'on peut prévenir. Donc voilà, notre approche, c'est vraiment de donner les outils, de donner les bonnes pratiques, de mettre en valeur les utilisations positives de l'intelligence artificielle. Oui, je rebondis peut-être là-dessus. On parlait dans les précédents épisodes avec OpenAI ou même quand on discute avec Mistral, de toute la chaîne de validation nécessaire avant de sortir un modèle. Vous avez 1 million de modèles sur votre plateforme. Donc, comment vous vous assurez de ce qui est produit sur ces modèles-là, de ce que contient ces modèles-là, de la sécurité aussi de ces modèles-là? C'est quoi les chaînes justement de validation chez vous? Ça, c'est des sujets très techniques et pointus sur lesquels on a vraiment énormément innové. Donc le hub, c'est le nom de notre site, le Hugging Face Hub, c'est là où tu peux trouver le million de modèles en accès libre, des centaines de milliers de jeux de données et d'applications. On crée les fonctionnalités qui permettent à tous ces modèles, à tous ces jeux de données, de fournir les outils qui permettent à leurs utilisateurs de comprendre le niveau de risque pour chacun de ces modèles. Donc, par exemple, une technologie, c'est ce qu'on appelle SafeTensor, qui innove par rapport aux technologies précédentes
qui était la manière de sauvegarder les poids de modèles avec PyTorch, qui avait énormément de problèmes. Des problèmes, un problème, par exemple, c'est ce qu'on appelle pickle. Donc pickle, c'est quelque chose qui peut être sauvegardé avec les poids de ton modèle quand c'est la manière un peu PyTorch. Et le pickle, il peut faire appel à du code externe. Et donc on a créé dans le hub, en fait, un scanner. Donc pour chaque modèle qui est hébergé sur la plateforme, on va faire un certain nombre de contrôles. On va contrôler si il y a des virus connus, etc. Donc un security scanner. On fait tourner un malware scanner. On va faire tourner un pickle scanner qui va regarder s'il y a des pickles, c'est qu'il y a dedans, et s'il y a des contenus potentiellement à risque. On va rajouter des labels sur les modèles. Par exemple, un modèle, c'est remote code. Remote code, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour utiliser le modèle, quand tu l'utilises en suivant les exemples, il y a des parties de code qui ne sont pas dans le dossier, d'accord, le repository du modèle. Ça fait appel à du code externe. Donc ça, c'est une vulnérabilité. Donc on veut vraiment la mettre devant. Puis il y a aussi tous les aspects légaux de licence. Donc, on fait en sorte que chacun des modèles ait une licence qui lui soit attribuée, qui est définie par le contributeur du modèle, pour que tu te retrouves pas dans un pickle en utilisant un modèle qui est en fait un modèle sans licence d'utilisation commerciale. Ok, hyper intéressant. Je pense que ce sera utile à tout le monde de mieux comprendre ça. J'ai une question sur votre vision des GAFAM et notamment de tous les modèles Ouais. dont tu as parlé. Vous les voyez comment? Comme des partenaires, comme des challengers? C'est quoi votre perception justement de ces entreprises et des modèles qui sortent? Bah, les GAFA, en tout cas, si on parle plus précisément de Microsoft, de Amazon, de Google, de Meta, ce sont pour la plupart à la fois nos clients, ce sont à la fois nos partenaires, ce sont à la fois nos fournisseurs et ce sont à la fois souvent nos investisseurs. Donc, ils sont nos clients parce qu'on construit avec eux des solutions qui rendent l'utilisation facile des modèles ouverts sur Amazon, par exemple SageMaker, qui tournent plus vite sur leur accélérateur comme Inferentia 2. Ils sont partenaires parce qu'ils contribuent des modèles. Je viens de te parler de Google qui venait de publier Gemma 2. Il y a toute une ribambelle de modèles ouverts contribués pardon, par Google sur Hugging Face. Ils sont fournisseurs parce que ces pétabits de données qui transitent chaque mois sur Hugging Face, toute cette infrastructure, les centaines de milliers d'applications qui tournent de manière gratuite sur Hugging Face. Quand tu vas sur Hugging Face pour créer une image avec un modèle, jouer avec une démo, interagir avec ces modèles, tout ça, ça tourne sur les cloud providers avec lesquels on travaille. Et puis, son investisseur, on a eu la chance, enfin, c'était très délibéré, mais on a eu la chance, lors de notre dernier tour de table, de réunir autour de nous à peu près l'ensemble de l'écosystème de l'IA. Donc, au dernier tour de table, on avait Amazon, on avait Google, on avait Nvidia, on avait AMD, on avait Qualcomm, on avait Salesforce. Enfin, c'est l'ensemble de l'écosystème d'IA qui veut soutenir la plateforme Hugging Face pour qu'on Oui. puisse démocratiser l'IA. Et peut-être une dernière question pour finir. Tu me disais que vous étiez en train de sortir, que vous avez sorti un nouveau produit. Est-ce Ouais, que tu peux peut-être nous en dire un peu plus là-dessus? bah ouais, ouais, avec grand plaisir, un grand plaisir. Ça va être un petit peu énigmatique, mais je vais te raconter un petit peu. Donc, comme je disais, aujourd'hui, pour contrôler, pour prendre le contrôle de ton destin en IA, il faut que tu crées ça sur de l'open source. La bonne nouvelle, c'est que les modèles ouverts à la pointe aujourd'hui, ils permettent d'avoir au moins les meilleures performances qu'un GPT-4 ou un Claude d'Anthropic, et que tu peux avoir d'encore meilleures performances à un coût beaucoup plus réduit si tu adaptes tes modèles à partir de tes données, ton use case, etc. Et comme je disais, ça demande un petit peu de travail supplémentaire.
et je pense que c'est très important pour la partie, pour l'utilisation au sein des entreprises, qu'on facilite ce travail. On le facilite de deux manières différentes. Je t'ai déjà parlé de notre service d'expert support avec nos ingénieurs qui vont accompagner les entreprises, mais on a une nouvelle solution qui, elle, est vraiment pour le déploiement des modèles ouverts. C'est la solution Hugs, donc Hugs comme un gros câlin. Et c'est quoi ces gros câlins? Ces gros câlins, c'est une manière très facile de déployer les modèles ouverts avec les performances maximales que tu puisses atteindre sur ta propre infrastructure. Donc, si tu veux déployer dans ton propre Google Cloud, Azure, AWS, tu peux aller chercher Hugs dans leur marketplace et déployer spécifiquement un Llama 3.2, un Mixtral, ou un modèle encodeur, re-ranker pour créer une application de recherche sémantique ou de RAG, en ayant les performances optimales pour que ça te coûte le moins possible dans ta propre infrastructure. Et comme ça, tu obtiens finalement un modèle que tu utilises exactement de la même manière qu'aujourd'hui, tu utilises peut-être GPT-4 ou tu utilises peut-être Claude. Donc, c'est ce qu'on appelle des endpoints qui ont une API qui est exactement celle d'OpenAI. Donc, si tu as déjà une application qui va taper sur OpenAI, eh ben, tu as juste à la rediriger sur le câlin, sur le Hugs, sans changer ton code. Et ça va marcher de la même manière, sauf que maintenant, c'est sous ton contrôle, c'est sur ton infra, et tu en fais ce que tu veux. Hyper intéressant. Et peut-être oui, alors j'avais des dernières questions juste avant, mais j'en ai une autre qui est venue entre-temps. C'est quoi ton conseil si je me place, si je suis un CPO ou un CTO d'une scale-up française aujourd'hui, Ouais, que je ouais, suis en train ouais. d'explorer différents modèles pour sortir une fonctionnalité AI, comment tu me conseilles justement d'aller analyser, comparer, monitorer les différents modèles pour choisir ceux qui sont pertinents pour moi? Alors ça, c'est une super question, effectivement, une question qui se pose beaucoup, notamment, on aide énormément les clients de notre de notre service de conseil, là, Expert Support, sur ces sujets-là. Et on a un outil qui est disponible à tout le monde, qui est l'outil qui s'appelle Open LLM Leaderboard. Donc, si tu plantes ça sur Google, tu vas le trouver. C'est aujourd'hui le Space, donc l'application sur Hugging Face, qui est la plus utilisée, la plus likée sur la plateforme. Et c'est quoi cette application? C'est les résultats d'évaluation de tous les modèles ouverts. En tout cas, il y en a plus de 5000 qu'on évalue de manière relativement permanente sur toutes les métriques de benchmark académiques. Les métriques de benchmark d'académique, c'est quoi? C'est une batterie de tests qui a été créée par des chercheurs pour juger de la qualité d'un modèle par rapport à un certain nombre de questions. Et donc des benchmarks comme MLLU, enfin il y en a toute une ribambelle. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que quand on avait des modèles, par exemple, de détection de sentiments, d'accord? Donc ça, c'était un cas d'utilisation il y a 4 ans qui était déjà en production par beaucoup, beaucoup d'entreprises en utilisant Transformer, etc. Donc tu as un bout de texte, je ne sais pas, un texto, un email, machin, et donc tu dis est-ce que c'est positif ou négatif? Les reviews de ton produit, est-ce qu'elles sont positives ou négatives? Et ça, en fait, c'est assez facile à évaluer. C'est-à-dire que je peux prendre 100 reviews du podcast. OK, je vais manuellement dire ça c'est positif, ça c'est négatif. Ça me fait un jeu de données. C'est un jeu de données que je peux utiliser pour entraîner le modèle ou alors pour en faire l'évaluation. C'est binaire, d'accord? Mais sur les modèles de langue, quel est le sens de la vie? Donc le modèle te fait une réponse sur quel est le sens de la vie. Alors, est-ce que c'est une très très bonne réponse ou une bonne réponse? Est-ce qu'elle est meilleure que l'autre ou est-ce qu'elle est pas meilleure? Ça, c'est vraiment subjectif, c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça qu'il y a vraiment une problématique sur l'évaluation des modèles de langue aujourd'hui, que ces benchmarks académiques permettent de regarder de manière objective, mais avec tout un tas de limites. Donc c'est un premier aperçu de la performance relative des modèles ouverts. Si tu crées tes propres modèles et tu peux les soumettre au leaderboard et on va en faire l'évaluation pour toi. C'est ce que fait Meta, c'est ce que fait DeepMind, c'est ce que fait Mistral, etc. Ils soumettent leurs modèles pour le leaderboard, ce qui permet de les classer suivant ces différents métriques
académique. Et j'insiste sur le fait académique parce que si tu es un business particulier, je ne sais pas si tu es Chanel, ce qui est une bonne réponse pour toi, ce sera très différent de ce qui est une bonne réponse pour toi, David. Et donc, c'est important que les gens considèrent les modèles, pas forcément sur des questions académiques, mais sur leur cas d'utilisation propre. Donc, c'est vraiment un premier pas qui te permet de filtrer ces millions de modèles sur une poignée de modèles que tu veux évaluer sur ton cas d'utilisation particulier. Ah, c'est un bon challenge que je pense beaucoup d'entreprises ont en ce moment. Merci beaucoup, Jeff. Je pense qu'on est Je t'en vraiment prie, rentré avec dans plaisir. l'intimité d'Hugging Face Ouais, et ça ouais. nous permet de mieux comprendre ce que vous faites aussi. Donc, merci beaucoup pour ton temps.